Donc, bonjour, bonsoir, bienvenue dans notre Data Plus Women à Zurich event. Donc, qu'est-ce que Data Plus Women? C'est une initiative pour promouvoir les femmes travaillant autour de la donnée. Et on organise régulièrement des événements virtuels, normalement en anglais, mais cette fois-ci c'est en français. Et je suis très heureuse d'avoir des gens qu'on connaît ici avec nous. Et je veux dire que la prochaine fois, je vous parlerai en français. Ça changera un petit peu. Donc, réellement, notre but et notre ambition, c'est vraiment de rendre visible des femmes qui travaillent dans ce milieu-là, de la donnée, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse à nous. Et on va avoir notre première guest aujourd'hui qui va inaugurer cette nouvelle série sur la data art. Mais Nathalie va vous en dire plus dans quelques instants. Donc, mon nom, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Annabelle Rincon. Je vis en Suisse et je suis passionnée par la data visualisation et par Tableau en règle générale. J'ai la chance, oui, d'être un tableau visionnaire et tableau ambassadeur. Et mes passions dans la vie, vous les voyez très bien, c'est jamais dans l'ordre. Si vous voulez me suivre sur Twitter, où j'ai aussi un blog, et ça sera avec plaisir. Donc cette année, Nathalie Richer nous rejoint sur ce Data Plus Women Zurich. Et c'est avec elle qu'on a concocté cette petite série Data Art. Et je vais laisser Nathalie se présenter. Merci Nathalie de te joindre à nous. Mon introduction est plus facile en anglais. Hein. Je suis vraiment désolée alors. Oui, merci Annabelle. Moi, je suis ravie de vous rejoindre dans cette organisation pour le Data Plus Women Zurich. Donc, je suis Nathalie, et je suis créatrice de contenu tableau. J'aime bien dire créatrice. Et en fait, juste, j'essaie de mettre en valeur les données de manière claire et accessible. Et en parallèle, j'ai la chance de pouvoir partager en fait cette passion qu'est Tableau, la data visualisation. En tant qu'enseignante, j'adore enseigner et donc j'interviens en école ou en université auprès d'étudiants en master, en MBA et puis en fait, je les accompagne un petit peu à développer leurs compétences en data visualisation et accessoirement avec Tableau. Je suis Tableau académique ambassadeur, c'est la 2e année et je suis une multirécidiviste participante de Ironviz. Si vous connaissez pas, découvrir ce que c'est. C'est une sorte de Top Chef, mais j'arrive jamais dans les 3 derniers, donc je serai jamais sur scène. Bref. Et tant mieux, parce que ça doit faire trop peur. Ok. Donc ici, au sujet de cet événement, effectivement, donc on est plutôt en mode tranquille. J'imagine que vous avez pu le voir depuis le début de cette vidéo. Cet événement est malheureusement enregistré. Ça veut dire que toutes les bêtises qu'on dit sont enregistrées. Enfin, donc comme ça, vous pourrez revoir les moments clés à votre rythme, mais aussi vous pourrez partager ce lien en fait avec avec qui vous voulez. Et donc, ce sera envoyé par mail. Donc, n'hésitez pas à partager cet événement autour de vous et à nous suivre sur les réseaux sociaux @datazurich. Et donc, pour ceux qui ne le sont pas, vous pouvez toujours vous enregistrer sur Bévi. Donc moi, je suis vraiment ravie de rejoindre cet événement Data Plus Women et surtout consacré aux femmes, les femmes et la data. Voilà 2 sujets qui sont très, très intéressants à mettre ensemble puisqu'en fait, voilà, c'est toujours inspirant de voir comment la créativité, que ce soit apportée par les femmes, bon aussi par les hommes, hein, mais ici on parle spécialement des femmes, l'innovation et la vision unique, hein, je dirais aussi des femmes peut nous apporter tout plein de choses sur ce sujet. Donc, c'est une série qui va être consacrée effectivement au data art et donc, je suis vraiment ravie d'accueillir et de vous présenter notre intervenante pour aujourd'hui. Donc, fondatrice de Wake Up Data Viz, Marthe, elle conçoit des expositions
pour la data visualisation en collaboration avec des institutions publiques. Donc en France, peut-être à l'étranger aussi, je suis pas sûre, mais surtout en France, à travers ces projets, vraiment, elle va repousser un petit peu les frontières et apporter en dehors du storytelling de l'émotion en fait à la data visualisation et c'est ce qui est passionnant. Et son impact ne s'arrête pas là, puisqu'en plus de ces projets, Marthe, elle anime des conférences. Alors, j'ai un petit peu obligé, elle anime des conférences et des workshops sur le design de la data, ce qui va mêler un petit peu innovation, storytelling et, comme je le disais, l'émotion. Donc, j'arrête de discuter au sujet de Marthe. Elle va vous éblouir elle-même. Donc, Marthe, j'arrête le partage de mon écran et vraiment merci d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup Annabelle, merci pour cette présentation. Moi je suis très, très contente d'être là et je vais commencer à partager, mon écran. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah oui, on va parler de pourquoi aussi. Pourquoi on peut défendre le data art? Pourquoi aussi la data visualisation, plus traditionnelle est aussi tout à fait valable, hein. On n'est pas là pour créer des conflits, absolument pas. Alors je vais essayer de partager tout mon écran et on va voir ce que ça donne. Et pardonnez-moi parce que j'ai eu un gros problème d'internet et du coup, je ne suis pas aussi prête que ce que je le souhaitais. Alors, présenter. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui, La presse, quoi, tout va bien? tout va bien. Merci. OK. Eh bien, écoutez, moi, je suis ravie de vous accueillir. On va faire comme si c'était une visite virtuelle et du coup, j'ai envie de vous emmener dans mon monde. Mais encore une fois, c'est une vision. Il y a plein de visions de la data visualisation et c'est pour ça que j'ai appelé ce talk «La data visualisation est morte, vive la data vis». C'est qu'on va aller voir, en fait, qu'il y a différentes approches, différentes manières de l'apprécier. Donc là, c'était juste pour m'amuser. J'avais envie de créer ce hall d'entrée comme si on allait prendre notre ticket. Évidemment, l'entrée gratuite. Donc là, on est dans une visite groupée. Je crois qu'on n'est pas très nombreux, donc c'est bien. On pourra aussi poser des questions à la fin. Voilà, voilà. Et je voulais commencer par un chiffre clé, mais qu'on ne voit pas ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est 3,5 secondes. Est-ce que vous savez ce que ça signifie, ces 3,5 secondes? En fait, c'est le temps d'attention moyen qu'un panneau publicitaire dans la rue reçoit. C'est une étude assez récente qui a été réalisée par JC Decaux, pour certains qui connaissent, c'est le spécialiste de la publicité. Et il a fait ce test-là. Donc, on le sait très bien, on vit dans une ère de surcharge informationnelle, on a trop d'infos, trop vite partout. En soi, il y a aussi un avantage, bien sûr. Mais en fait, pour nous, c'est impossible de tout voir, traiter, analyser. Et du coup, ça crée une surcharge informationnelle. Et en fait, ce phénomène, il ne va pas toucher que les consommateurs dans la rue, que nous sommes tous, les consommatrices, mais aussi le monde du travail. Donc, les publicitaires, eux, ils vont redoubler d'ingéniosité pour capter notre attention et même l'arrêter, la fixer sur la chose vendue. Et je pense qu'il peut être intéressant de s'inspirer de tout ça pour voir comment nous, on peut, en tant que praticiens de la data vise, capter les personnes dans cette ère des données, parce qu'on est quand même là aussi, au-delà de l'information, les masses de données, aujourd'hui, elles sont quand même inaccessibles et indigestes pour le grand public spécialement. On est dans des déluges de data visualisation. Et si on veut vraiment consommer bien un graphique, on a besoin d'y consacrer quand même un minimum de temps. Et en fait, le temps et l'attention, maintenant, ce sont des ressources très rares. Et c'est pour ça qu'en fait, que je pense que la data visualisation telle qu'on l'imagine à ses standards ne peut plus, n'est pas suffisante, notamment dans certains contextes. On verra en fonction justement de ça. Bon, par contre, j'aimerais juste comprendre où sont mes slides. Donc, c'était là, pardon. Voilà. Vous voyez, ça, c'est mes histoires de bugs. C'est un témoignage que j'ai trouvé hyper intéressant. Je ne peux pas citer son nom. Dans le cadre de mes expos, je rencontre plein de personnes et j'ai discuté avec le responsable data d'un grand quotidien français. Et en fait, en ce moment, ils sont plus en train de mettre des très belles, des très impactantes plutôt cartes, parce que souvent, ça parle de drame. Mais il se dit dans les couloirs que la data visualisation, c'est un petit peu dépassé. Je trouvais ça intéressant de le dire parce qu'il y a eu tout ce mouvement de mode, de l'infographie. En tout cas, moi, j'ai vu ça en France. Je ne sais pas pour vous. Mais moi, je trouve qu'il y a une toute petite retombée, même si c'est quand même instauré dans les usages.
Donc c'est pas, et puis moi aussi, c'est ma démarche personnelle, c'est ma réflexion. Après toutes ces années de découverte de la data vis, de cette passion, j'ai eu un peu besoin de prendre du recul et de repenser l'outil, de me dire: «Mais qu'est-ce qui peut vraiment m'offrir, en fait, cet outil?» C'est la question du sens. Voilà. Vraiment désolée pour les slides. C'est assez énervant. Hop. Non, non, non. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je voulais appeler cette intervention, normalement, la data visualisation est morte. Je vous le disais tout à l'heure, vive les data visualisations, parce que justement, il y a plusieurs approches et c'est ce qu'on va voir ensemble. Et souvent, en fait, cette histoire de vision de la data vis qu'on a, elle dépend de notre parcours professionnel. En soi, là, si on se voyait en vrai, ce que je vous demanderais dans la discussion, c'est ce que j'aime toujours, c'est de savoir quel est votre parcours professionnel, quelle est votre histoire de vie. C'est ça qui va influencer la manière dont on va penser la data vis. Donc ici, c'est un rapide exemple, c'est pas pour le plaisir de faire ma bio, mais c'est pour expliquer pourquoi j'ai été amenée à faire des expositions DataVis. J'ai commencé par du droit, j'ai un master 2 en droit des finances publiques parce qu'en fait, c'était pour suivre un chemin convenu. Mes parents étaient contents, génial. Après, j'aimais bien le côté rigueur, c'était vraiment bien. La structuration, la clarté, les choses sont claires. Ça, c'est le droit, au moins c'est clair. Mais à un moment donné, au bout de ces 5 ans, je me suis dit, je n'ai pas envie de travailler dans un service financier d'une collectivité. Heureusement, je trouve un stage et je me fais embaucher au musée du Quai Branly, j'espère que vous le connaissez, fondé par notre précédent président de la République française, Jacques Chirac. C'est un musée qui est tout près de la Tour Eiffel, sur les arts d'Afrique et d'Océanie. En fait, j'étais fan d'art aborigène d'Australie et je me disais que de bosser, même si c'était dans le budget, de bosser dans un musée, ça me rapprochait de l'art. Donc déjà, on voit les ponts entre l'art, les données, la rigueur et l'art. C'est là où en fait j'ai construit les premiers tableaux de bord du musée, qui étaient absolument pas, j'imagine, dans les règles de l'art, mais c'est pas grave. J'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Au bout de 5 ans, je suis partie dans le privé parce que j'aime vivre aussi d'autres choses. Et comme j'ai découvert la data vie, je me suis formée, j'ai pris des cours du soir. Et en parallèle, j'ai été embauchée dans un cabinet de conseil qui en fait aidait les gros groupes de l'industrie française, BTP, santé, notamment par exemple à gagner des marchés publics, à les aider à comprendre mieux un territoire, etc. Et mon rôle, c'était d'être la data designer, responsable du pôle data design, et d'imprimer des posters géants. Et voilà, c'est là où mon goût du print est arrivé, c'est dans la sphère business. C'était des posters géants qui étaient imprimés à destination des décideurs de ces entreprises-là. Donc, on verra pourquoi c'était intéressant cet aspect print. Et au moment du confinement, comme beaucoup d'ailleurs de personnes, c'est là où moi j'ai rencontré beaucoup de data designers, certains connaissent Data Citron, Gabriel Mérite, qui sont devenus des amis. On est un peu toutes parties au moment du confinement, ça se faisait poser des questions. Et c'est là où a commencé mon parcours de data designer, d'abord indépendante, puisque moi-même j'en ai fait, et ensuite de proposer des expositions de data visualisation. Et donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je suis l'auteur de 4 expositions. Alors, j'explique, en fait, c'est dans le sens, c'est vraiment l'exposition ne va être composée que de data visualisation. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans les musées, on peut avoir une infographie par-ci par-là, une carte géographique, etc. Mais le fait de proposer une exposition seulement composée de data vis, voilà, c'est ça qui était intéressant pour moi et que je trouvais novateur. Donc, j'en ai réalisé 4 à ce jour, 2 sur la visualisation des réseaux, je n'ai pas tant développé là, une sur l'urgence sociale et environnementale à laquelle je tiens beaucoup, Vision d'urgence, que j'ai faite pour l'école de design Audencia Nantes Université. C'est un événement qui se passe à Nantes sur la data vis dans le cadre de la Nantes Digital Week. Et mon projet le plus récent, c'est avec l'Institut national du sport, l'exposition Trajectoire, extraordinaire, donc en amont des Jeux Olympiques et aussi en parallèle. J'ai travaillé avec ce temple du sport du haut niveau français, où Teddy Riner, notre judoka en France, s'est illustré. Et donc, j'ai dû construire cette exposition avec eux pour un grand congrès international en sciences du sport, donc à destination de chercheurs. Et puis, donc, ça s'est passé au Palais des Congrès de Paris. Donc, voilà, ça a été une énorme joie pour moi, énorme travail, 6 mois de boulot. Mais voilà, ça, c'est mon parcours. Et comme disait Nathalie, je donne aussi des conférences sur le data design, le data journalisme, le data storytelling, évidemment, etc., etc. Alors, maintenant que c'est fait et que c'était un petit peu long, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que on n'a pas forcément le temps et le but c'est pas de faire mon parcours. Ce que je voulais dire,
c'est c'est que j'ai trouvé une citation hyper intéressante de Henry Hubbard, qui est apparemment l'un des pères de la fondateur de la data visualisation, que je ne connaissais pas. Et il dit qu'il y a de la magie dans les graphiques. En réalité, c'est quand même vrai. C'est fou de pouvoir passer d'un tableur Excel de millions de lignes à une courbe. On est quand même là pour faciliter la transmission d'informations et c'est super. Très bien. Sauf que il dit aussi justement que raconte un tableau Excel, rien sinon une suite de chiffres indéchiffrables en un clin d'œil, que raconte une data visualisation, une histoire. Et ok, mais je pense qu'il y a quelques nuances à apporter à ça et ça va pas forcément être suffisant. Toutes les data visualisations déjà ne racontent pas une histoire. Ce qui m'a le plus finalement interrogée, c'est qu'il disait que le profil d'une courbe révèle en un clin d'œil toute une situation, l'histoire de la vie d'une épidémie, d'une panique ou d'une ère de prospérité. Alors là, je m'interroge. Est-ce que vraiment une courbe va révéler la situation d'une épidémie dans toute sa finesse, dans tout son drame, dans toutes ses nuances? C'est là où je me dis attention, c'est génial de pouvoir visualiser en un coup d'œil des choses, mais attention sur des sujets pour moi qui sont sensibles, des sujets de santé, des sujets climatiques, sociopolitiques, c'est assez dangereux. Et c'est là que justement, que même quand on fait l'effort de passer à la représentation graphique des données, les successions de diagrammes, de camembert, ça ne va pas forcément suffire à donner du sens à ces données. Et à la nature des données. C'est en fonction de la nature des données et de la quantité des données. Même dans la sphère business, personne ne dit c'est super, Marthe, je vais aller à une réunion pour regarder 800 graphiques pendant 3 heures. Personne ne dit ça. Donc, même si le choix graphique est le bon, avec le bon outil, par exemple Tableau, on peut rater sa cible, le message à faire passer. Parce qu'effectivement, ce n'est pas l'outil, c'est pas qui sait quelle histoire raconter avec les données, faire les bons choix en termes de design, et que les lecteurs, moi, c'est vraiment ça que je veux qu'on prenne en compte, c'est qu'ils sont a priori passifs. On prend très peu de temps pour comprendre. Et donc, souvent, ça ne va pas retenir l'attention de notre audience. Or, le but d'une data vis, c'est quand même de communiquer quelque chose à quelqu'un. J'espère que vous me suivez toujours. On est là. Très bien, parce que c'est complètement décalé mes slides, donc je suis un petit peu perturbée. Oui, ce que je voulais un petit peu dénoncer, parce que on était parti sur un talk manifeste, donc allons-y en roue libre, c'est que justement, ce que je dénonce un petit peu, c'est que en fait, de nombreux graphiques aujourd'hui se ressemblent exactement. Jusqu'à ce qu'on lise le titre ou la légende, si bien sûr elles sont là, parce que c'est pas toujours le cas. Et ça, justement, ça n'a aucun impact visuel, et je vais vous le montrer par des exemples, parce que c'est bien gentil de parler en théorie. Moi, ce qui me dérange, c'est que tout se ressemble, quel que soit le sujet traité. Et pour moi, justement, en tant que designer, on a une responsabilité de ne pas engourdir les personnes. On est là pour donner du sens aux données. Alors, selon vous, par exemple, si on regarde ces deux magnifiques tableaux, parce que j'ai imaginé que c'était des photographes qui nous proposaient ça dans le cadre d'une galerie, selon vous, que montrent ces courbes? On se demande. On ne sait pas trop. On voit, qu'est-ce qu'on voit? Deux courbes à peu près identiques, la couleur change. Et quand on voit ce que c'est, à gauche, on a les dividendes et les rendements de l'action Orange. À droite, les décès liés au Covid. J'avais bon sur la première. C'était génial, parce que je ne vois pas s'il y a des commentaires, je suis dans mon plein écran. Donc, vous avez le droit d'intervenir. Donc là, à gauche, on parle de la bourse, à droite, on parle des morts. Donc, personnellement, en France, on voyait ça tous les soirs à la télévision. Est-ce que ces graphiques diffusés chaque jour nous semblent pertinents, je dirais même éthiques? C'est assez frappant de voir ce contraste entre la signification des données qui n'a rien à voir, mais le traitement graphique est identique. Et c'est d'avoir un peu cette conscience-là. Là, on parle quand même de décès liés au Covid, c'est quand même assez sensible. Autre exemple, ici, ça parle de quelque chose, et là, je vous mets le slide d'après, et là, ça parle d'autre chose. Pour autant, je suis allée les chercher sur Google Images en 2 secondes. Donc, le premier, celui-là, ça parle de l'évolution des températures sur un mois. Ça compare 2 années. Et celui-ci, c'est les décès après hospitalisation liés au Covid.
Voilà, donc super, hein, les dashboards sur le Covid qui ont fleuri partout. On avait l'impression de tous pouvoir suivre de façon scientifique les choses et on a l'impression de maîtriser les choses, mais est-ce qu'on saisit vraiment la réalité de la situation? Est-ce que, bien évidemment, hein, dans une sphère d'urgence, entre techniciens, dans un truc de santé, ça se justifie, mais nous, de recevoir ça grand public, est-ce que ça a vraiment du sens? Personnellement, moi, ça ne me faisait plus rien tous les soirs de voir ces graphiques sur les décès. Voilà, avec ce design-là. Autre exemple intéressant, donc là, on a la même chose qui est représentée, c'est la qualité de l'air dans une ville au Royaume-Uni, c'est Sheffield, je ne sais pas si je prononce bien. Apparemment, c'est une ancienne ville sidérurgique, pour ceux qui connaissent, et vraiment, c'est une ville connue pour son air de très mauvaise qualité. Alors, il y a un graphique à barre, non, pas un graphique à barre, c'était un autre exemple que j'avais, donc on a cette courbe à gauche. Et puis à droite, on a un collier, pour ceux qui connaissent, réalisé par Myriam Quick et Stéphanie Posavec, quand même très connue. Qui a composé ces colliers de segments de plexiglas de couleurs différentes. Donc, on comprend tout de suite, on voit le pic de pollution à gauche, on le revoit à droite avec ce plexiglas orange. Donc, c'est assez clair. Ça a été une commande d'une organisation qui est là justement pour que les données, on les sente qu'elles sont accessibles. C'est une vraie commande. Donc, voilà, parfois, on dit « Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est juste pour rigoler ». Déjà, ce sont des commandes. Ce sont des travaux qui sont menés sur plusieurs mois. Et je trouve que cette démarche est intéressante parce que là, il y a l'aspect tangible. On sollicite tellement la vue en visualisation de données et nous, on voit tellement de choses, on est en train de scroller, d'avoir des données qui sont portables. Au final, c'est ça. Et la pollution, elle va être ressentie tout simplement parce que le plexiglas, il va nous faire mal sur la zone qui est rouge. Voilà. Alors, on peut se dire, pourquoi elle a fait un collier si rigolo ? Eh bien non, les choix sont toujours justifiés par les designers parce que la qualité de l'air, en fait, quand elle est mauvaise, ça va atteindre justement le cœur et les poumons. C'est pour ça qu'elle a décidé de faire cette expérience-là, de communiquer par ce biais-là. Donc, si vous voulez, on nous a vendu pendant longtemps qu'un bon graphique devait être normé, minimaliste, uniforme, technique. Moi-même, j'en ai fait plein. Mais pour moi, on oublie trop souvent que ce sont des humains qui parlent à des humains et souvent sur des sujets humains. Donc, c'est censé être un langage. Donc, en fait, en fonction des contextes, encore une fois, je me répète, je pense, mais c'est comment on engage le public, comment on fait passer le message, et notamment dans des contextes qui sont émotionnellement forts. Voilà. Et même si le graphique est parfait, est-ce qu'il va rendre compte par exemple, de la complexité sociale et environnementale derrière la donnée? Je ne suis pas totalement sûre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut se fier aux data journalistes qui sont excellents, où le graphique, il est là pour appuyer un article de presse. Les graphiques isolés, et on en voit encore beaucoup souvent, nous laissent un petit peu démunis face à tout ça. Et normalement, c'est censé illustrer aussi un texte écrit. Tac. Alors, c'est pas dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Alors, pourquoi je dis tout ça ? Il faut savoir que j'avais été beaucoup critiquée aussi sur les choix que j'avais faits sur mes dataviz en disant « Oh là là, c'est artistique, c'est sympathique, etc. » Moi, en fait, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler aussi de ce que j'observe. C'est qu'il y a encore 4-5 ans, il y avait beaucoup de critiques sur la visualisation de données très designée. Je ne dis pas qu'elle est forcément jolie, c'est avec un haut niveau de design, jusqu'au data art, parce qu'attention, ce n'est pas la même chose. Vous me reposerez la question si j'oublie de vous en parler. Mais Alberto Cairo, qui était quand même, vous devez le connaître, une référence en dataviz, qui est réputé pour son approche assez rigoureuse et traditionnelle, il critiquait les graphiques sur les réseaux sociaux. Donc moi, avec les filles, au moment du confinement, quand on sortait nos dataviz artistiques, mais on stressait parce qu'on savait qu'on pouvait se faire tacler. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il prône aujourd'hui une approche beaucoup plus nuancée et flexible qu'à ses débuts. Je vous invite à écouter, je pourrais vous donner la référence plus tard, un podcast fait par Ali Torban ou à l'interview. Et il parle en fait de l'évolution de sa propre approche. Et il explique maintenant, en fait, dans ses cours, il donne des cours de data visualisation, que c'est sa propre vision, qu'il a beaucoup trop critiqué, les data vis des autres, que maintenant il a compris que parfois une data vis très designée, très originale, ça avait tellement touché l'audience que finalement, c'est ça aussi qui mesure le succès d'une data vis. Par contre, ce à quoi il tient, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que chaque décision en data visualisation, certes, elle est subjective, parce que c'est ce que je vous disais, elle est liée à notre parcours aussi.
mais elle ne doit jamais être arbitraire. Il faut toujours que nos choix soient justifiés. Moi, dans le cadre de mes expositions, quand je sélectionne des projets, je rencontre les designers, chercheurs, artistes, et je leur dis, mais pourquoi vous avez fait ce choix-là? Alors, certains, heureusement, me répondent tout de suite, d'autres parfois me disent, ah, je ne sais même plus pourquoi. Je rigole un petit peu, c'est pour rigoler. Mais dans le sens que j'aime beaucoup savoir pourquoi on a fait ce choix-là, même s'il est très original. Voilà, c'est ça, c'est ce que je vous disais, c'est quelque chose qui devrait nous guider dans tous nos projets. Donc maintenant, il accepte qu'il n'y ait pas de vérité absolue. Donc si lui, il se permet de dire ça, ça veut dire qu'on a le droit de casser les codes, on a le droit de ne pas respecter toutes les conventions, mais ça suppose quand même de les maîtriser. Les meilleurs data designers, ceux qui sont les plus créatifs, généralement, ce sont des personnes qui maîtrisent les bases, évidemment. Hein, on ne va pas faire un pie chart à 1000 catégories, même si c'est une œuvre d'art, et à un moment donné, c'est illisible. Parce que moi, ce que j'aime toujours dans les projets, c'est qu'on puisse toujours pouvoir en retirer une information. Marthe, excuse-moi, est-ce que tu peux te Oui. mettre en plein écran? Oui, pardon, Non, excusez-moi. pas De de souci. toute façon, je vais revenir à la suite. Tac, tac, tac. On est tous sur l'ordinateur, tu sais, on peut tous faire un zoom, mais... Ta, 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 ta. Ouais, je vais revenir à ça. Voilà, donc je vous parlais des designers qui cassent un peu les règles. Et en fait aussi, il y a beaucoup de débats entre cette data vise est sérieuse, donc elle est faite de façon sérieuse, le design est minimaliste. Cette data vise, ouh là là, il y a des fleurs. Et là, on nous dit, ça c'est pas sérieux, c'est pas précis. Et en fait, voilà, c'était vraiment tout ce que je voulais contrecarrer. Encore une fois, quand le travail est bien fait, quand ça a du sens. Et c'est comme si, pour moi, le débat de dire c'est beau, mais pas juste, mais c'est précis, mais beau, pour moi, c'est absolument dépassé aujourd'hui. Moi, dans ces cas-là, je préfère sortir de l'écosystème de la data visualisation et je vais m'ennuyer. Encore une fois, tout dépend les métiers. Donc, peut-être que vous me direz tous quel est votre métier, qu'est-ce que vous faites, comment vous manipulez la data vise. Mais un data designer engagé qui veut alerter le grand public ne va pas faire une même data vise qu'un data journaliste aussi qui veut nous informer sur un sujet brûlant. Un data artiste, il peut vouloir juste nous faire rêver, nous émouvoir. Et par contre, un data analyst, il veut partager des résultats à son supérieur ou à son client, l'amener à prendre de bonnes décisions, etc., etc. Mais même là, moi, je pense qu'on peut avoir des graphiques pleins de vie. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait là, parce que ça reste des humains en fait qui sont tous submergés. Je vous parlais des graphiques, vous savez, un petit peu sans âme, qui parlaient du Covid. À l'inverse, il existe aussi des graphiques qu'on a vu pulluler au moment de la période du Covid, qui étaient sublimes, dans le sens, il y a une technique incroyable, des moyens techniques de fou. Là, vous voyez, c'est un projet qui est aussi interactif, qui est dynamique. Donc, on voit ces petites billes qui évoluent, mais en fait, qui évoluent au fil de l'évolution des décès. Et là aussi, vous voyez, on pourrait se dire, ah là là, c'est génial, mais est-ce que c'est vraiment pertinent, éthique, humain de réduire les morts à des petites billes qui ressemblent pour moi à des perles de tapioca, parce que j'aime beaucoup les bubble tea? Je me pose la question. Donc voilà. Donc encore une fois, c'est revenir au sens. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? À qui? Pourquoi? Comment? Je voulais vous parler justement de cette idée de data visualisation engagée, sensible, qui est là pour nous toucher sur des sujets sociaux et environnementaux. Par exemple, il y a un designer dont j'ai exposé le travail qui s'appelle Nick Holmes-Whiteley. Il est anglais, mais il vit en France, sur les animaux, qui a touché beaucoup de gens. Et en fait, son projet, vous regardez ce panda, les pandas sont en train de disparaître. Est-ce que c'est normal? Son projet, en fait, visualisait l'évolution des populations de 5 espèces animales emblématiques sur plusieurs décennies. Alors, on aurait pu faire le choix d'une courbe, eh bien non, pas du tout. Nick Holmes, lorsqu'on arrive sur son site, sur son projet, qui est un projet sur ordinateur, on voit des têtes d'animaux qui défilent. Donc, les chiffres ne sont pas apparents. Je trouve que c'est une démarche très intéressante. L'approche visuelle, elle est extrêmement saisissante. Pourquoi? Parce qu'en fait, comment ça fonctionne? Chaque point qui compose l'image représente un animal. Et en fait, il y a une frise chronologique en bas. On prend sa souris, on fait défiler les années
Et là, qu'est-ce qu'on voit? Les animaux qui, petit à petit, disparaissent ou par miracle réapparaissent parce qu'il y a eu une campagne pour remettre en place, protéger ces animaux. Cette approche, du coup, est hyper intéressante parce que faire défiler soi-même une frise chronologique, c'est comme si moi, ce que j'ai ressenti, c'est comme si je me sentais responsable de la disparition de l'animal. Donc le côté faire participer l'audience, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant en termes de démarche. Par ailleurs, le choix de représenter, comment dire? De Qu'avant même d'accéder à l'information chiffrée, parce qu'il y a des cartels après, hein, on explique les choses, bien sûr, on est d'abord frappé par ces portraits d'animaux. Et donc pour moi, c'est un processus d'attention visuelle quand l'image précède la donnée, qui est très efficace pour, des communications, notamment auprès du grand public, dans le cadre, pour des lecteurs, et pour des personnes qui sont réfractaires aux visualisations traditionnelles. Donc là, on voit tout de suite la différence entre un avant et un après. Forcément, qu'est-ce qu'on décide de montrer? On va montrer le graphique de droite. C'est pour ça que j'avais décidé de l'inclure dans mon exposition Vision d'urgence que j'avais conçue avec Florian Melki, donc à Nantes, pour justement parler d'une approche data sensible sur des sujets pareils. Je trouvais que c'était intéressant de les élever au rang d'œuvres d'art. Deuxième exemple, je me suis mise en photo pour vous montrer la proportion des data vis. C'est le Gabriel Mérite, dont beaucoup vous devez connaître son travail, qui est très très talentueuse, designer, illustratrice de données. Elle vient de créer son cabinet. Elle est passée par Giorgia Lupi à Pentagram, et elle est très engagée sur des sujets notamment liés au climat. Et elle, c'est incroyable, elle dessine des paysages de données. Encore une fois, hein, dans la sphère de vise à des fins de communication au grand public. Encore une fois, chez elle, la lecture de la data vis se fait en 2 temps. On regarde quoi au début? Une illustration, on voit un paysage un peu inquiétant, des femmes qui marchent dans le désert. Et c'est seulement dans un second temps qu'on réalise que c'est un graphique, là qui est en orange et jaune, qui nous parle de quelque chose de fort, un graphique à zone empilée, et en gros qui nous dit que si la température augmente de 5 degrés, les demandes d'asile vont augmenter de 500%. C'est assez dramatique. Donc, et bien évidemment, elle n'a pas oublié de mettre un titre, un sous-titre, un titre impactant, un sous-titre plus descriptif, voilà. Et voilà, ce que j'ai mis aussi sur Gabrielle, c'est qu'elle fait des légendes très longues. Elle explique, elle contextualise. Pour moi, c'est très compliqué de voir des graphiques qui sont balancés comme ça, si on ne comprend pas de quoi on parle. Elle cite toujours ses sources, et cetera, et cetera. Et c'est ça qui est intéressant. Alors maintenant, on a parlé donc de cette notion de data visualisation, avec un haut niveau de design, et pourquoi on peut décider de l'exposer? Pourquoi on peut décider de la sortir des écrans? Pourquoi j'ai été amenée à faire cette démarche-là et pourquoi on le voit, aujourd'hui? Parce qu'il y a pas que moi. Actu, moi j'ai vu le post sur LinkedIn hier, Federica Fragapane, que vous devez connaître, encore une fois data designer, de talent, est exposée actuellement au MoMA à New York. Malheureusement, je peux pas y aller. Dans le cadre d'une exposition sur le design en général, hein. Donc c'est pas une exposition composée exclusivement de data vis, voilà, mais c'est par contre, ils ont décidé dans cette exposition sur le design d'introduire, un de ces projets. Donc si le MoMA le fait, parce que moi on me disait: «Mais pourquoi tu fais ça, Marthe?» Il y avait ce côté un peu pionnier, et donc est-ce que ça a du sens? Donc déjà, si le MoMA le fait, j'estime que je pourrais arrêter la conférence ici, il y a plus besoin de se justifier. Donc voilà, mais je vais aller plus loin. C'était aussi des questions de format. Au moment du covid, je vois, tous ces talents qui sont en train d'émerger. Je ne sais plus quand est-ce que c'était il y a quoi? Il y a 4-5 ans? Je ne sais plus. Moi, j'ai ressenti une ascension, c'était une ébullition créative en visualisation de données. Là, je trouve que ça s'est un peu ralenti d'ailleurs, on pourra en reparler. Et je voyais des trésors de data vis qu'on voyait sur, l'ex-Twitter, X, que moi je vais quitter bientôt, Instagram, un peu plus LinkedIn, mais c'était surtout sur Instagram, je trouvais. Et on voyait des data vis avec des données complexes, ultra designées, mais je suis désolée, c'est beaucoup trop petit. Donc, vous voyez, il y a vraiment eu cette idée de sortir, de libérer la data vis des écrans. La data vis qu'on voit ici, elle a été exposée aussi à Vision d'urgence. C'est le travail de Florent Lavergne, un merveilleux data designer qui a une formation scientifique et là, qui parle de la pollution plastique en fonction des pays. On a décidé de l'imprimer, de l'afficher avec un format d'1 mètre de long. Voilà. Parce que du coup, c'était pour donner beaucoup plus d'impact au message qu'il pouvait transmettre. Là
aussi, c'est une data vis que j'ai en collaboration avec Florian Melki, qui d'ailleurs, curieusement, a reçu un prix en Écosse. On a eu la deuxième place d'un prix, parce que personnellement, moi, j'ai jamais trop soumis de data vis pour des prix, c'est toujours l'angoisse. Cette data vis, elle s'est étalée sur 4 mètres de long. Donc, il y avait effectivement, on était très, très, très heureux, et qui montre 4 mois de discussion sur un forum de discussion. Tout ça parce qu'il y a eu l'introduction d'un personnage lesbien dans un jeu vidéo et ça a perturbé les gamers. Voilà. Donc, on a voulu en faire un ciel étoilé, etc., etc. J'ai pas le temps de justifier pourquoi. Pourquoi aussi le format imprimé, ça peut être intéressant, même dans la sphère business. Je vous l'ai expliqué précédemment, j'ai travaillé dans un cabinet et l'originalité de la chose, c'était que les visuels, le livrable, c'était un poster A1 ou A0, donc géant, je portais mes rouleaux de papier, à destination du décideur, parce que ça permet une expérience de lecture collective d'une data visualisation. C'est assez rare au final, on se rend compte que, je pense que vous vous en rendez compte, on consomme un peu de façon isolée nos contenus et aussi du coup nos visualisations de données et de pouvoir discuter ensemble autour de la table, d'un sujet, d'une visualisation de données qui dit quelque chose, c'était quelque chose qui fonctionnait très bien, en tout cas au niveau des décideurs de ces entreprises dans le BTP, de la santé et cetera. J'ai fait des mock-ups pour vraiment rigoler, mais mes responsables ressemblaient à ça. En gros, j'avais 3 jours pour produire des visuels. À gauche, vous avez ce que j'avais. J'avais le discours oral d'un consultant, un tableur et donc j'avais décidé de faire des posters. Donc comme vous le voyez, j'ai pas du tout fait du gris mon meilleur ami, comme, le conseillent les livres en data vis dans le business. C'était la visualisation des réseaux, donc j'avais fait des choix, graphiques. L'idée, c'était un peu justement de les réveiller, ces décideurs et d'en faire quelque chose même de ludique, quelque chose qui soit efficace pour eux, même si aujourd'hui je ferais peut-être des choix différemment. Mais voilà, c'était des posters imprimés. Autre justification, pourquoi faire des expositions? Parce que je trouve encore une fois qu'on est à l'ère du scrolling, au-delà du fait que c'est trop petit, il y a eu justement une multiplication de projets, que je trouvais mais passionnants, intéressants. Si comme moi, vous êtes passionné, on tombe sur des petites merveilles, mais ça disparaît ensuite dans notre feed, pardon. Et donc d'aller extraire, pour un temps, des data vis, de les figer comme ça et de pouvoir prendre le temps de les regarder, parce qu'en fait, il faut faire confiance, au zoom naturel qu'a l'œil. Pas besoin toujours d'avoir des moyens techniques et numériques. Il faut faire une data vis interactive. L'œil est tout à fait capable de zoomer et de dézoomer, tout va bien. Là, c'est le travail incroyable de Valentina De Filippo et de Lucia Kosinkova, vous savez, sur le mouvement MeToo. Un tweet a fait que d'Alyssa Milano, je ne sais plus si c'était elle, mais a généré ensuite une multiplication de tweets pour ce sujet-là d'importance. Donc voilà, idem pour le travail, encore une fois, de Florent Lavergne, extraordinaire, sur la montée des eaux. Il l'a fait sur tous les continents, là j'avais choisi l'Europe. Toutes les populations côtières qui sont exposées à des risques d'inondation. Ce choix graphique, encore une fois, est merveilleux, je trouve, pour un peu comme un coquillage qui illustre les difficultés. L'idée, c'est aussi de soutenir la création, soutenir à la fois la création et les créateurs, les auteurs. Moi, je suis toujours entre l'institution et les artistes et designers. J'ai besoin de les protéger, c'est créditer le travail, c'est mettre en valeur aussi, ce qu'ils veulent dire sur leur projet. Et je tiens beaucoup à cette relation-là, c'est de rencontrer des personnes exceptionnelles, designers, chercheurs, j'en connais maintenant dans le monde entier, même si j'ai du mal en anglais, comme vous le savez. Donc voilà. On l'a dit tout à l'heure, c'est pour faire passer des messages forts. Je trouve que pour des sujets sensibles tels que l'urgence sociale et environnementale, etc., si on parle de la crise migratoire avec des graphiques sans âme, je trouve ça, je ne pourrais pas l'assumer. Je trouve ça dangereux et ça ne va pas venir toucher les âmes et les cœurs des personnes. Et pourtant, je pense que c'est nécessaire pour vraiment comprendre un sujet. Voilà. D'ailleurs, je fais toujours des textes aussi quand je fais des expositions. Il y en a qui m'ont dit que j'étais une simple organisatrice. Il faut savoir que c'est 6 mois de boulot pour construire une exposition. Sur, par exemple, 2000 data vis, je vais en prendre que 15. C'est le cas pour l'INSEP. Et surtout, je le pense comme une exposition d'art, parce que j'aime beaucoup en voir sur Paris. Et il y a vraiment un texte d'introduction. Et ensuite, il y a toujours des cartels, donc des textes explicatifs sous chaque data vis qui vont compléter la légende. Parce que pour moi, le texte est essentiel, même avec un haut niveau de design, même si le graphique est parfait. Je trouve ça, le texte, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Donc voilà. Là, les slides ont sauté.
La data vis, pour moi, elle sert aussi c'est une des solutions, il y en a plusieurs, de médiation scientifique et ça explique ma collaboration, bien évidemment, avec l'INSEP qui est venu, me contacter, en 2023. Hem pour, justement, mettre en valeur, les sciences du sport à travers les données. Ça a été extraordinaire, donc j'ai travaillé avec des chercheurs, data analysts, data scientists qui travaillaient à la médaillabilité, donc justement les chances de médaille, notamment pour la France. Et donc l'idée, c'était de justement, au-delà de mettre en avant une thématique, c'était de mettre en valeur le travail de recherche. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles travaillent en interne, elles font leur boulot, elles peuvent être en lien avec des coachs ici, elles vont transmettre aux coachs des données pour pouvoir entraîner un sportif de haut niveau. Hem Et en fait, je venais voir les services et ils me disaient: «Mais Marthe, c'est moche, c'est moche». Je dis: «Mais attendez, expliquez-moi le projet». Mais attendez, c'est extraordinaire ce que vous me racontez. Donc vous savez, analyser la force du muscle au moment d'un sprint. Donc moi, je dis jamais qu'une data vis est moche, je dis juste que c'est un trésor qui a juste besoin d'être valorisé. Et pour moi, c'est vraiment une très belle solution que d'aller sublimer, par un haut niveau de design, des data visualisations qui ressemblent aux data vis classiques qu'on voit dans des papiers de recherche. Ça a créé, ce que je l'ai vu en termes de gestion de projet, ça a créé une émulation en interne. Déjà ça a permis de valoriser des savoirs qui autrement sinon ont du mal à être valorisés. Donc il y a vraiment cette notion de vulgarisation scientifique. Et voilà. Mais encore une fois, c'était pas le sport en général. Moi, j'ai fait un travail de veille, j'ai identifié 3 thèmes possibles en accord avec l'INSEP, hein, bien évidemment. J'ai travaillé avec avec toute une équipe. Voilà. Là, si vous voyez une grande data vis qui a été exposée, ça remontre les victoires de Teddy Riner, durant toute sa carrière. C'est la courbe dorée et en fait, on se rend compte, qu'il a toujours été au top du top quasiment et c'est juste extraordinaire. Voilà, donc c'était une manière de rendre hommage aussi, aux sportifs. J'allais dire à l'artiste, mais bon, ça peut être des artistes. Donc ça, c'était au Palais des Congrès, dans ce fameux congrès international en sciences du sport. Donc voilà, il a fallu, justement mobiliser, les équipes data, leur expliquer qu'est-ce que c'est une exposition de data vis, pourquoi j'ai mis en place des collaborations entre les chercheurs et les designers. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui se sont révélés être des artistes et puis il y a des chercheurs qui et c'est normal, n'avaient pas le talent pour passer à l'œuvre d'art. Donc j'ai mis en place des collaborations avec des data designers tels que Data Citron pour aller valoriser tous ces projets. Je suis allée aussi chercher des talents à l'international. Je ne sais pas si vous connaissez Kirk Goldsberry qui est dans le basket. Il est pionnier dans la visualisation des données de trajectoire. Vous savez, les tirs à 3 points faits par LeBron James, que j'ai rencontré sur Paris. Là, c'est extraordinaire. Voilà. Et donc, j'ai exposé le travail parce que lui, il me disait, mais Marthe, c'est vrai, je mets sur Instagram mes visuels. Et en fait, alors que c'est un travail derrière souvent titanesque ou très créatif, mais en fait, c'est pas du tout valorisé, quoi. Incroyable, il y a une data visualisation qui s'est retrouvée aux Jeux Olympiques. Vous savez, il y avait un espace champion où on pouvait aller applaudir les chercheurs, pardon, les sportifs, mais il y avait aussi des pôles recherche. Cette visualisation donnée sur la trajectoire d'un plongeon en natation, elle a été exposée au grand public durant les Jeux Olympiques. Donc ça, c'était grande joie, excitation. Je vous mets quelques photos. Est-ce qu'il y a d'autres choses là, c'est extraordinaire. Jérémy Vanner, encore un autre talent. Voilà. Alors, est-ce que j'ai dit ce que je voulais vous dire en gros? J'espère. Pardonnez-moi parce que tout n'était pas structuré et c'est pas mon habitude. J'ai eu quelques contraintes, mais j'espère que ça vous a plu sur cette notion de data visualisation multiple avec des approches multiples. Et pour moi, j'espère encore qu'on va avoir d'autres manières de présenter la donnée, qu'il ne faut pas s'endormir. Et voilà, mais encore une fois, quel que soit le contexte, aucune pression. Il est normal aussi de faire des graphiques à l'état brut. Il n'y a pas de jugement, je pense, des deux côtés à avoir. Ça serait bien qu'on arrête ça aussi parce que je l'ai beaucoup vu. Voilà. Bon, on va laisser à l'audience quelques minutes pour en poser des questions. Moi, j'en ai des questions. La première question que j'ai, c'est comment tu choisis les œuvres? Est-ce que tu as des critères pour... Voilà, comment tu choisis les œuvres, tiens, qui vont être exposées? Alors soit j'ai pas le thème avant, donc déjà je regarde ce qui existe. Si je dois parler du sport, qu'est-ce qu'il existe en data vis sportive? C'est très spécifique.
et je vais d'abord voir celle qui m'attire. Ensuite, je vais travailler avec les personnes qui sont spécialistes dans le domaine sportif et je vais leur dire: «Ah, il me dit ça, c'est très intéressant». Donc ensuite, je fais beaucoup de veille sur de façon très pratique, hein, sur les réseaux sociaux, sur donc X, Instagram. Je vais sur Behance, pour ceux qui connaissent, je pense. LinkedIn, je trouve de plus en plus les gens aussi partagent leurs projets. Et ensuite, c'est vraiment une fouille, j'allais dire traditionnelle. Je vais vraiment dans les tréfonds d'Internet. Je tombe parfois sur des gens qui sont pas connus. Ça, j'aime beaucoup valoriser aussi des personnes dont la notoriété n'est pas là, mais en fait qui ont fait un travail remarquable dans leur coin. Ça, c'est juste bien. Donc ça, je choisis pas forcément par rapport à la notoriété, mais vraiment par rapport au projet qui, pour moi, révèle quelque chose de façon impactante. Donc c'est pas tant la beauté. J'ai vu des datavises très belles que je n'ai pas prises parce que vraiment je ne comprenais rien. Voilà. Mais le curseur, il est souvent placé à différents endroits. Puis c'est aussi en fonction de l'institution. C'est-à-dire que soit on est datavises qui sont avec un haut niveau de design, mais c'est pas forcément du data art. Et on peut encore la lire, on peut encore comprendre quelque chose. Soit on passe carrément au data art. Pour moi, c'est plus les datavises qui deviennent carrément abstraites. C'est le merveilleux travail, par exemple, de Kirel Benzi, qui est artiste et chercheur, dont j'ai exposé le travail. J'ai pris cette décision-là, c'est juste extraordinaire. Ce sont des œuvres d'art vraiment à titre officiel. Alors évidemment, nous, justement, avec les cartels, et lui, dans son site, il explique que signifient ces œuvres. Mais voilà, moi, j'ai une petite préférence pour les projets où on peut encore lire le graphique. Voilà, c'est ceux qui vont venir me toucher, en fait. Et puis après, voilà, j'ai pas fait ces projets toute seule, hein, donc c'est un truc collectif. Et surtout, j'aime bien qu'il y ait une ligne rouge qui s'inscrive dans tous les projets, parce que moi, mon intérêt, justement, dans les expos, pourquoi j'en fais, c'est de voir sur une même thématique comment il peut être traité différemment. Donc, je vais essayer de trouver différentes manières. Voilà. Donc, il y en a qui utilisent le collage, comme Gabriel Mérite, Data Citron. Donc, on humanise les données en mettant des visages. Ça, je trouve ça hyper intéressant. On a la partie plus illustrative, florale, je me rends compte pour certains sujets. Donc voilà, je détecte un peu des styles, des tendances en data design. Mais là, je vous avoue, je suis en attente de nouvelles. Hein. Je trouve que ça manque un peu de... Ça s'est un peu ramolli. Voilà. Et moi, j'avais une question également. Tu penses que c'est ça qui fait la différence entre la data visualisation et le data art? C'est quand on est encore capable, d'accéder à l'information, de manière claire, en plus de l'émotion? Oui, après de façon commune, on parle de data art parce que c'est plus simple d'expliquer ça comme ça, mais Ouais. moi, en tout cas pour moi, c'est voilà, le curseur n'est pas le même et que du coup, je parle de data vis à haut niveau de design. Mais c'est vrai que c'est tellement Mmh. long, du coup, on dit Mmh mh. data art. D'accord, OK, Donc voilà. OK. Et après, moi, tout ce qui est art génératif, vous voyez, il y a une galerie data à Paris, il faut le savoir, que je connais cette personne. Et là, c'est de l'art plutôt génératif et pourtant, c'est avec Mmh. de la data. Il faut faire attention à ça aussi. Ça, c'est encore différent. Mmh Moi, mh. je privilégie plutôt les data vis à haut niveau de design et de les ériger en œuvre d'art. Voilà. D'accord, OK. Mais voilà, j'ai exposé le travail de Kirel Benzi. Il y a des choses très abstraites. Tant qu'on les explique avec le cartel, pour moi, c'est la légende. Un cartel, c'est la légende d'une œuvre. Et ben, c'est la même chose. Une légende, d'ailleurs, elle doit être bien faite pour qu'on puisse encore comprendre des choses. Je veux qu'on en retire quelque chose, sinon on part carrément dans le domaine de l'art. Et moi, ce que Mmh. j'aime, c'est l'intersection des deux. Donc voilà. Mais après, peut-être que d'autres ont une autre définition et on pourra en discuter, hein, parce que justement, j'aime que la matière ne soit pas encore figée, même si certains ont voulu ça. Il y a une question que je voulais aussi te poser. Qu'est-ce que tu penses de la physicalisation? C'est-à-dire que ces œuvres qui sont créées en 3D, que tu peux presque toucher. J'avais vu des savons qui avaient été créés avec des différentes couleurs pour montrer, je crois que c'était la pollution des eaux, des choses comme ça. Est-ce que tu envisages une exposition où vraiment le public, non pas s'investir avec ce que tu as trouvé, je trouve ça génial sur les animaux, mais aussi pouvoir toucher les œuvres, est-ce que ça a plus d'impact émotionnel? Qu'est-ce que tu en penses? Complètement, je suis fan de ce mouvement, enfin, c'est pas ce mouvement parce que ça existe depuis toujours, la data physicalisation. Le livre référence qui est sorti il y a pas très longtemps, c'est Making with Data, qui parle de plein de projets en visualisation de données 3D. Moi, j'avais eu une commande, c'est pas moi qui l'ai faite justement, pour l'Institut Paris Région à Paris, sur la notion de territoire, de géographie. Et en fait, on a fait travailler Data Citron qui a réalisé une œuvre data sur la santé. On l'a pas encore partagé. C'est devenu, en fait, c'était des plaques de plexiglas qui représentaient quelque chose sur la santé. Je pourrais plus vous dire exactement le projet. Et les gens se sont approchés, ont regardé. Voilà, je connais un autre profil qui s'appelle Anne-Laure. Je te salue Anne-Laure. Je pense que je lui transférerai cette intervention, qui a réalisé justement sur, je crois, les eaux ou les rivières, un immense collier
elle est sculptrice en fait, posée au sol, et en fonction du diamètre de la boule, ça représente une donnée. Et j'ai failli l'exposer dans le cadre de cette exposition, mais il y avait trop de projets, il faut de la place. Voilà, cet aspect, même si on ne peut pas toucher l'œuvre, l'aspect 3D est juste extraordinaire à explorer. Moi, je rêve, notamment par exemple sur les sujets liés à l'eau, aux océans, on peut utiliser un drap et ça représente une courbe. Enfin, pour moi, c'est sans limite. Voilà, c'est juste qu'après, parfois, il faut plus de moyens. Mais moi, je souhaite intégrer de la visualisation de données 3D dans les expositions. Je pense que ça peut être très impactant, notamment pour le grand public. C'est vraiment des chouettes projets. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. On est sans voix, Marthe. Sans voix. Moi, j'ai encore des questions. Trop d'inspiration. L'audience est vraiment timide aujourd'hui. Est-ce que l'audience peut me dire quels sont leurs métiers, même en anglais? Et je suis désolée si j'ai parlé trop vite, parce que je vois Judy qui dit « j'apprends le français ». Alors, moi, je suis désolée, je suis en train d'apprendre l'anglais parce qu'on me demande des podcasts en anglais, j'arrive à ma limite. Donc, la prochaine fois, je ferai ça en anglais. Mais je serais intéressée de savoir dans quel domaine travaillent peut-être les personnes qui sont là, si elles ne sont pas timides, évidemment. Mais voilà, on peut être aussi là pour échanger, si ça vient. Si ça vient pas, c'est pas grave. Petit moment de gêne. J'adore. Ah, il y a des reconversions. Ah, Leslie Roland, bonjour. Oui, on se connaît sur LinkedIn. Je suis chimiste de formation. Mais voilà, mais c'est ça qui est génial. C'est la richesse des parcours. C'est génial, une chimiste, mais forcément, elle va faire un travail formidable avec son parcours initial. Bah, comme toi, Nathalie, je crois que tu as... Oui, biophysique. Chercheuse, biophysique, mais voilà, c'est fascinant. C'est ça que je te fais un petit coucou, Leslie, parce que voilà, on est dans la même situation. Et donc, je rêve de faire de la data vis. Au-delà de rêver, il suffit de passer à l'action. Donc voilà, on peut en discuter, mais d'utiliser ses compétences initiales pour en faire et d'accepter de créer, en fait, tel que ça nous vient. Je suis dans une commission scolaire aux États-Unis. J'étais actuaire. Ok, d'ailleurs, on parle des enfants, mais la data visualisation pour les enfants aussi, c'est toute autre chose. Moi, j'essaie de tester la data vis auprès de ma fille de 7 ans. Je crois que c'est Federica Fragapane qui a fait quelque chose pour les enfants. Voilà. Mais tout ce qui est infographie, finalement, cardiographique à l'ancienne, eux, ils sont finalement, on les initie, mais pas assez, parce qu'on parle d'acculturation de la donnée, de littératie, etc. Mais moi, je pense qu'il y a un petit dérapage en ce moment parce qu'on est tous des passionnés et on voit data vis, mais à force, je me suis dit, mais c'est illisible, c'est trop beau, hein, mais je ne comprends rien, en fait. Donc, du coup, voilà. Après, tout dépend du contexte, encore une fois. Désolée, je n'ai pas de caméra. Effectivement, je ne sais pas encore comment me lancer, comment m'y prendre. On pourra en rediscuter en off alors sur LinkedIn. Consultante après une reconversion en data analyst. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les data analystes main dans la main. Donc, soit il y a des data analystes qui maîtrisent la donnée de bout en bout, ils savent l'extraire, la traiter, l'analyser et la visualiser. Soit, moi, je vous conseille justement de collaborer, notamment pour des projets, si vous voulez, à titre personnel, avec des data designers. Cette collaboration est merveilleuse. J'ai fait beaucoup de conférences là-dessus, des festivals, avec la personne avec qui j'ai commencé les expos, qui était Florian Melquier, un data analyst. Et je trouvais qu'il faisait des recherches incroyables sur ces données, hyper originales. C'est même lui qui faisait la data vis, mais elle était à l'état brut, sur fond blanc, des traits noirs. Je dis, mais c'est pas possible. C'est extraordinaire. Tu as 3000 données, ça signifie ça, ça montre ça. Mais là, il faut qu'on aille valoriser. Moi, mon but, c'est de valoriser les trésors des autres parce que je ne souhaite plus en faire moi-même. Je trouve que, oui, c'est vrai que ça nécessite énormément de compétences et j'aime avoir une overview de toute la créativité. Donc voilà, ça, c'est quand même génial de pouvoir maîtriser. Je ne sais pas pour vous, Nathalie et Annabelle, si vous maîtrisez la donnée de bout en bout, le traitement de la donnée jusqu'à sa visualisation. Parfois. Bien évidemment. C'est vrai que c'est assez extraordinaire. Je voyais ça à l'INSEP, ces personnes qui manipulent la donnée de façon assez exceptionnelle. Et je trouve que ça mérite justement de les valoriser, de valoriser leur travail et de valoriser les auteurs, quels qu'ils soient. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a des designers, des chercheurs, des data artistes, d'autres qui sont avec des multiples profils et j'ai été amenée à rencontrer toutes ces personnes-là. Et d'ailleurs, Alberto Cairo, dont on parlait, qui a été avant très rigoriste, je souhaite absolument acheter son livre, que je n'ai toujours pas acheté, je crois que c'est The Art of Insight. Et justement, il est allé interviewer plein de praticiens de la data vis, mais qui viennent d'univers très différents. Et justement, pour défendre cette approche multiple. Voilà, parce que j'ai encore vu beaucoup de critiques et je trouve que c'est dommage. Et que voilà, en fait, une data visualisation, pour moi, elle est toujours imparfaite. Il y a toujours quelque chose à se dire. Et certaines personnes disent « Ah, mais ce graphique est parfait, très bien. » Mais en fait, je dis « Oui, mais là, en fait, ça passe pas le message. » Il y a toujours un défaut et c'est pour ça que pour moi, il faut pas se bloquer.
Par contre, bien penser à l'impact. Et bien sûr qu'il y a des règles, il y a des manières de faire parler les données. Et moi, d'ailleurs, j'en parle lors de masterclass. Quel que soit le niveau qu'on a en data vis, même si notre data vis est très simple, comment on fait pour lui donner vie? À un moment donné, il faut vraiment penser à notre audience. Donc voilà. Et je trouve que parfois, je vous avoue, et j'en rigolais avec ce responsable d'un grand quotidien français, je préfère lire un article de presse. Parce que parfois, les graphiques, moi-même, qui suis passionnée, ça me fatigue, en fait, de le comprendre parce qu'il n'y a pas les annotations. Il n'y a pas la lecture n'est pas guidée. Après, si j'ai un discours oral, là, j'ai vu que ça m'aidait. Donc, voilà. Et le discours oral, ça se transforme en annotation écrite lorsqu'on va... Bon, je parle beaucoup, donc je vais m'arrêter là. On pourrait parler pendant des heures. Non, je pense que tu as eu de bons points. Je veux dire, la collaboration, c'est quelque chose d'important. Et à chaque fois que tu vas collaborer avec quelqu'un d'autre, même si tu maîtrises à peu près la donnée de bout en bout, l'autre personne est forcément meilleure que toi dans un autre sujet. Et par la discussion, tu vas aussi t'améliorer. Donc ça, c'est capital, quoi. Complètement. Bon, moi, j'ai encore une question, parce que moi, je suis très curieuse. Et non, je me demande comment tu fais pour retenir l'attention des visiteurs, tu vois, pour pas qu'ils viennent juste regarder une seconde, ou 3 secondes 57. Non, comment tu fais pour retenir leur attention? Est-ce que dans une de tes expositions, tu as un exemple à nous partager un des tableaux, parce que pour moi, c'est un tableau, qui a réellement retenu l'attention, qui a eu un gros impact, quoi? Bah d'ailleurs, j'en ai avec moi, vous voyez, j'en ai amené une, hein, donc ça existe. Donc voilà, on peut la toucher. Ben, en fait, je kidnappe les gens et je les force à lire. Non, je rigole. Bah écoutez, c'est comme dans les expositions d'art, il y a une totale liberté et c'est très intéressant d'observer justement ce sur quoi les personnes s'arrêtent. L'exposition que j'avais faite sur la visualisation des réseaux, qu'est-ce qui nous relie les uns aux autres, il y en avait une qu'on avait mis très rigolote sur toutes les relations amoureuses dans la série Friends, parce qu'il y en a eu des relations amoureuses. Et là, j'ai vu plein de jeunes qui venaient d'une école de design d'à côté, qui ont passé du temps à rire devant cette data vis et à suivre le fil des connexions. C'était complètement inattendu. Ça, c'est génial de pouvoir voir un peu de réaction de la part des personnes. Ceux qui vont prendre le temps de lire, ceux qui prennent pas le temps, évidemment, ceux qui vont critiquer, ceux qui vont être touchés. Bon, voilà, celle sur les animaux, elle est tout de suite absorbable. Ça, j'aime beaucoup. Alors que derrière, il y a un nombre de données assez importantes. Bon, moi, c'est vraiment les projets dont je suis fan. Il y a aussi des solutions plus simple, il y a des visualisations de données qui sont plus des infographies, des chiffres clés, par exemple sur la dépression des étudiants pendant la période du Covid. Et là, quand il y a des data portraits, je me rends compte que voilà, les gens facilement vont s'arrêter devant et essayer de prendre le temps. Tout l'enjeu, c'est le cartel. Donc, pour les faire arrêter, je trouve, et de travailler. Moi, je souhaite évoluer encore une fois dans la manière dont le texte accompagne la data visualisation. C'est pour ça que c'est une expo et beaucoup de travail, c'est que j'harmonise les textes entre toutes les data vis. Il y a un fil rouge et généralement, il y a un enjeu. Et donc, parfois, j'ai fait des cartels très poétiques, c'est-à-dire qu'au-delà de la légende très officielle, pour donner de la vie, encore une fois, pour redonner le sens, pour valoriser, eh bien, on va travailler sur des textes très impactants, sensibles, ou plutôt voilà, alertants, etc., pour un peu en fait, se réveiller. C'est réveiller les âmes, les consciences, et voilà. Mais non, c'est vrai que la question de la réaction, j'ai une petite anecdote très rigolote pour l'INSEP, l'exposition de l'INSEP. Donc, la data visualisation géante, qui montrait les grands succès, les grandes médailles d'or de Teddy Riner. Le directeur de l'INSEP s'est déplacé pour voir cette exposition au Palais des Congrès et il était très heureux parce que c'est un ancien judoka et dans le graphique, il a pris le temps. Il y a une fois battu Teddy Riner, mais c'était au début de sa carrière. Donc voilà, ça peut convaincre aussi, si vous voulez, les personnes. Et puis, ce qui est intéressant, c'est l'exposition de l'INSEP. Après, c'est des expos donc itinérantes. Elles sont présentées à différents publics, justement. Donc, aux Journées du patrimoine, je suis allée les présenter justement à des personnes qui étaient juste très contentes de visiter les installations sportives. Et j'ai pu prendre le temps de leur expliquer les data visualisation. Ils étaient très intéressés. Il n'y avait pas du tout ce côté « Ah non, on n'a pas le temps, on préfère voir la piscine olympique ». Il y a vraiment eu un intérêt. Donc, du coup, voilà. Et donc, ça, c'était la sphère grand public pour les réactions. Et puis, mais il faut expliquer. Je pense qu'il faut expliquer, il faut prendre le temps. Et la dernière chose que je voulais dire, c'était la cible, ça ne me revient pas, au Musée de l'Homme. Incroyable exposition. Elle a été présentée de manière digitale à une fête de la science. Et la ministre est passée et l'INSEP a eu l'occasion de présenter une de ses datavises, un des auteurs, un chercheur incroyable, Issa Moussa, qui est super, qui a pu présenter son projet.
Voilà, donc ça permet vraiment de valoriser le travail de recherche et voilà, donc ça peut intéresser le grand public. Et justement, une exposition, il faut qu'elle soit pensée en fonction un peu de la cible. C'est pas toujours évident, hein. Celle de l'INSEP, il y en a qui ont dit que c'est trop compliqué parce que c'était justement des personnes qui n'étaient pas dans le domaine des sciences du sport. Il y a des choses très techniques. Après, avec les textes, j'ai essayé moi, en tout cas, j'ai demandé à comprendre chaque data vise, hein. Je fais un énorme travail. Non, mais de quoi tu parles? Parce que là, je ne comprends rien. J'ai besoin de comprendre, sinon je ne peux pas l'afficher. donc voilà. Mais les réactions, c'est vrai que c'est très intéressant. Oui. Et Marthe, on a une question de Judy qui demande si tu as des conseils pour un débutant, pour démarrer dans le design, en fait, pour commencer à concevoir des designs, quels pourraient être les premiers pas, en fait, dans cette aventure? Les premiers pas, moi, c'est des conseils qu'on m'a donnés à l'époque. J'ai commencé, j'avais à peine une formation minuscule en design dans mon cabinet d'intelligence économique et c'est d'aller déjà, regarder ce qui se fait et donc il faut aller vraiment se nourrir de projets au maximum et vous allez un peu voir ce qui vous touche pas et vraiment d'aller zoomer sur internet: «Ah mais cette légende, je sais pas pourquoi, je la trouve minimaliste mais sublime», parce que j'aime aussi les choses minimalistes, il faut le savoir. Et ça se défend très bien, il y a des raisons pour ça. On regarde les typos, comment ils sont utilisés et du coup, quand on arrive dans le milieu, si on utilise du Arial et qu'on prend les couleurs de base proposées par les logiciels, il y a des logiciels gratuits en visualisation de données, c'est vraiment dommage parce que justement, je pense qu'il faut faire ce pas de voir quelles couleurs utilisent les très bons designers. Et au début, on a l'impression peut-être de recopier, mais c'est pas le cas. On va aller s'inspirer et vous allez créer votre propre patte graphique en fait. Il faut aller voir. Donc réseaux sociaux, Behance, LinkedIn, les sites internet des designers. Abonnez-vous à un maximum de designers. Abonnez-vous à justement des événements comme là vous faites toutes les deux. Il y a des meet-up, il y a le Meetup Paris, mais là qui est un petit peu en stand-by, il faut qu'on le réveille. Des meet-up dans le monde entier. Il y a la DataVis Society. Quand même, il faut voir les conférences données par toute cette association qui sont vraiment extraordinaires. Donc, c'est s'inspirer, pratiquer, ensuite essayer de faire ce qui nous plaît, ne pas se laisser figer par les règles, c'est-à-dire qu'il faut les apprendre, mais à un moment donné, oubliez-les. Gabrielle Mérite aussi, elle l'a expliqué dans un talk que elle s'inspire tout sauf de DataVis pour créer ses DataVis. Elle s'inspire de l'architecture, elle va sur Pinterest, elle se crée un tableau d'inspiration par rapport à un sujet. À lui de s'arrêter par rapport à la forme graphique, camembert, la ligne et courbe. Attends, mais là, mon sujet, c'est ça. Quand on voit ce sujet-là, pour parler par exemple de, je ne sais pas quoi, des accidents de la circulation, qu'est-ce qu'on a comme image? Et elle utilise l'imagerie, l'iconographie de ce qu'on peut voir sur ce type de choses qui va lui parler pour ensuite l'intégrer dans un graphique plus classique. Après, c'est de maîtriser un tout petit peu certains logiciels, mais pas besoin non plus d'être une experte. Mais je pense que ça vaut le coup d'aller sur Domestika. Il y en a plein de cours en data visualisation très pratiques où vraiment les designers nous partagent leurs secrets. Donc, si on veut vraiment augmenter en compétences, je dirais que les cours sur Domestika, il y a ceux de Gabriel Méric, de Federica, il y en a plein d'autres. Il y a Florent Lavergne, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est extraordinaire. Il faut le suivre sur LinkedIn. Je pourrais vous faire une liste après d'influenceurs, j'allais dire, de praticiens de talent à suivre, qui partagent quand même leur savoir-faire. Donc voilà, et puis on peut commencer petit, parfois juste avec 2-3 données, on peut déjà dire quelque chose d'extraordinaire. Enfin, voilà. Et maintenant, avec les logiciels, moi que j'utilise plus, mais il y a des logiciels très bien pour générer des graphiques, on n'a pas besoin forcément de coder quand on n'est pas avec 3 millions de données. Donc voilà, donc c'est quand même assez extraordinaire. Donc faut pas se gêner, quoi. Merci pour cette réponse. Eh ben, je vous en prie. Les livres français, je sais pas trop finalement. Quel livre français? Pour le coup, je parle très mal anglais, mais je lis les livres en anglais. Donc merci Adrienne Zinovey pour votre question. J'ai beaucoup lu les livres de Manuel Lima, qui est pour moi un peu, qui a un triptyque, un livre sur la visualisation des réseaux, un sur le goût qu'il a pour la notion de cercle. Quand même, l'œil humain, même si on critique beaucoup le pie chart, c'est très efficace. Quand on a 2-3 catégories, on ne peut pas non plus le jeter à la poubelle. Donc Manuel Lima, ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup lire des travaux de recherche, moi des articles de recherche, soit que je trouve toute seule, soit par le biais d'un chercheur qui s'appelle Dario Rodiguero, chercheur à Harvard dont j'ai exposé le travail. Soit il y a Gabrielle Mérite dans sa newsletter, elle fait beaucoup de travail de recherche. En fait, on croit que les designers, c'est joli, mais non, mais en fait derrière, il y a toute une réflexion sur justement les sciences de la communication, le cognitif, comment on peut vraiment impacter. Et même elle va plus loin, elle dit que même si on sensibilise, parfois ça va pas forcément nous pousser à l'action. Alors pourquoi après on fait finalement, on partage sur des sujets sociaux engagés si derrière on va pas
L'idée, c'est d'agir aussi. Et ça pose la question de notre métier. À un moment donné, on peut se dire, mais à quoi on sert? Est-ce que vraiment c'est utile? Et moi, j'ai eu un moment, un peu une crise comme ça. Et après, on se remet en selle et on voit comment on peut aider les autres autour de nous sur quoi que ce soit. Je parle beaucoup peut-être. Non, Eh c'était ben, bien. C'était bien. Moi, j'ai bien aimé la présentation. Merci, Marthe. Et Et oui, à mon 1000 avis, pardons pour les bugs. Ouais. et on est preneur des références. Oui, bah oui, carrément. Oui, il y en a pas mal et qui sont Non, actifs. mais Donc, fais certaines et puis on les fera partager ouais. avec ça notre marche, audience ça et marche. sur les réseaux sociaux. Et sinon, eh ben, je vais laisser le mot de la fin à Nathalie. Ah oui, ok, ça marche. Alors, j'avais un petit slide thanks, mais voilà, hein, j'ai pas obligé de l'afficher. Je voulais juste remercier Marthe vraiment infiniment pour ta passion que tu nous as partagé avec voilà tout ce partage complètement. Enfin voilà, c'est passionné, passionnant. Enfin, il y a trop d'émotions là. Euh, donc merci beaucoup pour ce partage. Euh, Est-ce que je vais repartager quelque chose? Je regarde, on a tac, 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 il n'y a pas grand-chose à repartager. Si partager, euh, n'hésitez pas à aller sur le site de Marthe Wake Up Data Viz. Vous allez retrouver ce design là, qu'elle nous a présenté et que vous avez aimé parce que dans les chats, j'ai vu que, des commentaires en fait sur le plaisir de voir ces slides et en fait, vous allez retrouver cette ambiance-là sur son site. Donc, n'hésitez pas à la contacter, j'imagine, si vous avez des questions ou si vous avez envie de travailler avec elle, que ce soit pour des conférences ou que ce soit pour des workshops, pour faire des expos, tout simplement. Merci, Marthe. Vraiment merci. Donc, pour la suite de cette aventure qui commence très, très bien grâce à Marthe, un grand merci. N'hésitez pas à continuer à nous suivre et vous recevrez la documentation, enfin les liens, etc. Prochainement. Et si vous souhaitez partager quelque chose autour de la DataVis avec nous, avec notre audience, n'hésitez pas à nous contacter. Et un grand merci à tous pour votre attention et un grand, énorme merci à Marthe. Merci à vous infiniment. Merci pour votre accueil. Pardon pour les bugs, le manque de structure, Non, mais j'ai été parfait. très heureuse de discuter avec vous et voilà. Merci beaucoup. Vous avez été très accueillante et vous aussi, vous êtes passionnée. C'était parfait. Merci, à bientôt. Merci. Au À revoir. bientôt. Au revoir à Au tous. revoir.